Aujourd'hui on va parler d'actu les gars, il y a des petits trucs sympas, pas de grosses news qui changent toute la donne, mais il y a 2-3 petits trucs sympathiques quand même qui méritent un peu d'attention. On avance ensuite sur Ethereum 2.0, la mise à jour déflationniste, et on va comprendre pourquoi déflationniste tout de suite, EIP 1559, et maintenant prévu pour le 4 août, et ensuite déployé sur les testnets, des différents réseaux Ether. Alors qu'est-ce qu'un testnet? Un testnet, c'est un réseau de test sur lequel on va essayer ces smart contracts avant de les déployer sur le réseau mère. En l'occurrence, il y en a vraiment beaucoup qui ne prennent pas le temps de faire ça, et c'est bien dommage, mais comme vous connaissez Ether, ils sont pas les plus rapides du monde. Par contre, quand ils lancent quelque chose, ils le lancent bien. En l'occurrence, on en a entendu parler il y a un moment, là elle est prévue par le 4 août. Mage retardé, Ether est toujours retardé. C'était déjà retardé, 4 août, c'était déjà pas la première. Bon bref, ça peut être retardé, mais quoi qu'il arrive, ça arrive. Et il y a pas mal de choses intéressantes. La première, c'est le fait que on va lisser naturellement les fees. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un système d'enchères actuellement sur Ether, et globalement, les mineurs vont traiter les transactions avec le plus de frais. C'est normal. Si vous pouvez gagner 1 € en faisant une action A et 4 € en faisant la même action A, mais qui porte le nom d'action B, vous allez faire l'action B, ou alors vous êtes stupide. Eh bien, en l'occurrence, les mineurs traitaient toujours les transactions avec le plus de frais, et c'est ce qui fait qu'à un moment, le réseau était tellement, mais alors tellement surchargé, qu'on avait des transactions Ether à 3, 4, 500 $, ou encore 50 $ simplement pour envoyer des USDT. Ça mettait les exchanges en PLS, tous ceux qui étaient sur le réseau Ether, les échangeurs décentralisés, eux, ils étaient carrément comme ça sur le dos, ils bougeaient plus. Donc autant vous dire que c'était important d'améliorer un petit peu ça. Quoi qu'il arrive, Ether 2.0 va régler le problème, réseau plus scalable, des transactions qui coûtent entre rien et rien du tout, mais en attendant, il faut bien améliorer un peu ce réseau Ether et sa scalabilité. L'EIP 1559 va permettre de faire ça, ça va lisser un petit peu le système d'enchères pour qu'on ne rentre pas dans des montants déraisonnables, même si ce n'est pas suffisant et qu'on attendra Ether 2.0 pour avoir une vraie scalabilité, et surtout, une mise à jour déflationniste. Est-ce que quelqu'un dans le chat est capable de me dire pourquoi c'est déflationniste? J'ai l'impression d'être une vieille maîtresse de CM2, c'est chaud. Exactement, Aymat27, merci à toi. On va burn une partie des frais, c'est-à-dire que dans les transactions, il y a une partie des frais de gaz qui vont être supprimés. Et donc, quand on supprime des Ethers et qu'on utilise une fonction de burn, ça augmente la rareté des Ethers encore en circulation. Et ça, forcément, ça diminue, ça augmente la valeur de l'Ether naturellement par un système déflationniste. Ce qu'on a, c'est que voilà, depuis le 7 juillet, alors attention, c'est un testnet, ça ne représente en rien le nombre de transactions qui vont passer sur le vrai réseau. Mais depuis le 7 juillet, sur le testnet, il y a eu 79 Ethers brûlés, et je pense qu'on va pouvoir voir assez rapidement combien d'Ethers ça brûle par jour sur le réseau mère, calculer la déflation de l'Ether, et on va naturellement, au fil du temps, parce que vous savez que sur du court terme, ça ne veut rien dire, c'est comme le fameux Bitcoin avec son halving day, ça le rend plus rare et ça augmente techniquement son prix sur le long terme, mais sur une semaine, autant vous dire que si Elon Musk se lève du mauvais pied, il aura plus d'impact que le IP 1559, que ce soit bien clair. Mais naturellement, le 4 août, l'Ether va adopter cette mise à jour, et ça va petit à petit, tout doucement, réguler et diminuer la supply des Ethers en circulation, et donc augmenter leur rareté. Comment ça peut être déflationniste si on ne sait pas combien d'Ethers il y aura? En fait, on ne sait pas combien d'Ethers on va brûler, mais on sait que chaque transaction d'Ether aura un pourcentage des Ethers qui seront supprimés, les frais de transaction. En gros, tu envoies 1000 €, tu payes 3 € de frais, dans ces 3 €, il y en a une partie qui va être supprimée. Donc on ne sait pas à quel point ça va être déflationniste, parce qu'on ne peut pas mesurer le niveau d'utilisation de ce réseau à ce moment-là. Peut-être même que si, en fait, peut-être qu'il y a même des calculs et que je vous dis une bêtise, mais en attendant, on sait que ce sera déflationniste. Donc c'est pas déflationniste puisque prévu pour... donc rien à voir avec le prix. Un modèle déflationniste, c'est un modèle dont la supply va être réduite. Comme on va brûler des Ethers, cette supply va être réduite. Alors sur le modèle global d'Ether et sur son objectif très long terme, c'est un modèle déflationniste, parce qu'on vient de rajouter ça. Alors qu'à la base, on était sur un modèle qui était purement inflationniste, puisqu'on créait des nouveaux Ethers jusqu'alors. Donc quoi qu'il arrive, ça vient modifier la nature d'Ether jusqu'à présent. Encore une fois, oui, il y avait encore des Ethers qui allaient être générés, tout comme le Bitcoin d'ailleurs, hein. On diminue les nouveaux Bitcoins qui sont générés, mais mine de rien, c'est encore des nouveaux Bitcoins qui arrivent puisqu'on n'est pas arrivé à 21 millions de supply. Ouais, mais je vois ce que vous voulez dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, Ether est un modèle où il y a plus d'Ethers qui sont générés, quoi qu'il en soit, par ce réseau. Et naturellement, là, on vient diminuer une partie des nouveaux Ethers générés, mais il y aura toujours plus d'Ethers générés que d'Ethers supprimés. Mais quoi qu'il arrive, ça diminue cette inflation
grâce à ce modèle déflationniste qui est apporté par cette mise à jour. Et donc, naturellement, on va augmenter le prix de l'Ether de par la rareté des nouveaux Ethers générés. Petite bancounette que j'utilise personnellement, qui s'appelle N26. J'aime beaucoup N26, c'est une banque allemande qui est une néobanque. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un moment où il y a eu l'ère des applications de micro-paiement. Est-ce que ça vous parle? Lydia, Pumpkin, toutes ces petites applis de paiement instantané. Mais c'était à l'époque où il n'y avait que les banques bien lentes qui faisaient des virements en 3 jours. Le virement instantané, c'était une vieille idée. Et il y a eu ces petites entités financières. Bref, N26 qui est une des géantes néobanques. D'ailleurs, si vous avez Coinbase, l'argent arrive instantanément sur votre compte. C'est-à-dire que vous faites un retrait de Coinbase maintenant tout de suite en euros sur votre compte courant et vous allez avoir votre argent qui est crédité instantanément un samedi à 18h30. Et ça, c'est assez intéressant et c'est les premiers à avoir fait ça, il me semble. Bref, si ce géant propose l'achat et la vente de crypto et qu'il le fait bien, donc pas à travers un produit dérivé, mais bien à travers le dépôt réel et l'achat réel de crypto-monnaies, c'est une bombe atomique. Binance qui suspend les dépôts euros. Alors, pour faire un petit peu un récap, il y a plein de choses qui se passent sur Binance. Binance rencontre quelques problèmes de régulation. Pourquoi? Il y a 2 types de méthodes. La méthode qui a été mise en place par Coinbase a vraiment été de se réguler et ensuite d'attaquer le marché. Ce qui est un peu risqué, si vous voulez, parce qu'on avance lentement, on attend les accords, et quand on a les accords, tout de suite, bam, on propose un produit. Mais c'est ce qui fait que Coinbase propose beaucoup moins de solutions que Binance, Coinbase rapporte beaucoup moins d'argent que Binance, mais Coinbase est régulé. À l'inverse, Binance commence par livrer, on fait des produits, on adresse le marché. Quand on se fait engueuler par les régulateurs, on utilise le principe de reverse solicitation. En gros, on ne fait pas de pub dans votre pays, c'est les gens de votre pays qui viennent chez nous. Et c'est vrai, Binance, c'est un peu la plus grosse planète de cet écosystème. Donc naturellement, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Tout comme plus de 75% des exchanges vont se provisionner en liquidité sur Binance. C'est assez fou. Il n'y a que des géants comme Kraken qui ont leur indépendance et il y a beaucoup d'échanges qui collaborent sur les volumes histoire de toujours optimiser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, maintenant, il y a certains pays qui disent à Binance, non, 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 maintenant, soit t'as ta putain de licence, soit t'arrêtes, mon chéri. Et là, c'est un petit peu compliqué. Ils vont finir par se réguler, ils sont trop gros pour tomber. Mais en attendant, des bâtons dans les roues, l'interdiction d'adresser certains clients et certains pays pendant plusieurs mois. Bref, c'est une musique qu'ils connaissent, Binance, de la même façon qu'ils ont pris le marché américain, ils se sont fait retirer, donc ils ont créé leur entité Binance US, qui était compliance avec la régulation américaine pour continuer d'exercer là-haut. Donc naturellement, Binance va, je pense, passer au travers de tout ça. On n'est pas à l'abri d'un problème non plus, il faut être capable de le dire, mais globalement, ce géant a trop de moyens pour que ce soit rentable pour lui de se dresser contre les autorités. Peut-être sur du court terme, mais sur du long terme, ils vont se réguler partout. Et s'ils n'ont pas le droit d'exercer pendant X mois dans un pays, ils attendront pour avoir le droit de le faire. Je ne connais pas exactement leur situation avec l'autorité des marchés financiers français, si ce n'est qu'ils ont un dossier qui a été ouvert et que je sais qu'ils avaient un débat ouvert avec l'AMF à un moment. J'ai pas plus d'informations à ce niveau-là. On continue les amis, donc TikTok, bon globalement ce qui s'est passé c'est qu'il y a énormément de gars qui ont mis en avant de la merde pour un petit chèque concrètement. Et quand je vous dis de la merde, c'est vraiment tu gagnes 30% de tout ce que tes abonnés déposent. Le truc va s'effondrer dans 3 mois mais on s'en fout, tu pourras dire que t'étais pas au courant. Fin de l'histoire. Un bon moyen de respecter sa communauté. Mettre en avant un truc et que le truc se pète la gueule, ça arrive, mais t'es censé faire tes diligences et avoir une vraie explication. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde, c'est un truc qui m'est déjà arrivé aussi, mais concrètement, il y a des gars qui ont pris des très gros chèques, enfin, des mecs qui font des vidéos qui connaissent même pas le domaine, en mode oui, la monnaie qui commence par safe et qui finit par vous voyez de que je parle, c'est incroyable, allez tout mettre là-bas, c'est merveilleux, c'est le futur Ethereum. Tu vois, quand on arrive là dans le discours du bonhomme, tu sais qu'il s'est pas vraiment renseigné sur le Bitcoin, tu vois, ni sur l'Ether d'ailleurs. Faites juste attention à ça, faites attention à ce que vous lisez, prenez toujours un petit peu de recul et rappelez-vous que ce n'est pas parce que c'est une arnaque et que c'est pourri qu'on peut pas gagner d'argent avec, d'accord? Suffit que tout le monde en achète et le truc monte. Donc on peut créer la plus grosse bourse de la planète, si tout le monde en achète, son prix va monter. Et on vous dira, tu vois, si t'en avais acheté, t'aurais gagné de l'argent. Non, essayez de gagner de l'argent avec un peu de valeur, c'est-à-dire essayer d'investir dans des projets qui essayent de créer de la valeur. Certains n'y arriveront pas, mais globalement, en évitant ces projets-là, on se met à l'abri de pas mal de situations délicates.